raconte un petit peu l'histoire de la création de cette URI, avec les parcours qu'il a fallu faire, le vivre ensemble à créer pour arriver à faire cette fusion des régions qu'on avait, à laquelle on aspirait lorsque la réforme territoriale s'est lancée. Je peux vous dire que nous sommes vraiment satisfaits et vraiment touchés de la façon dont finalement, au-delà de la contrainte et des difficultés que bien sûr, chaque fois qu'on est engagé dans ce genre de réforme, on est à vivre, on ressent un véritable potentiel dans cette nouvelle Occitanie, un potentiel qui est bien plus que la somme de vos deux régions, et on espère que la CFDT Occitanie va se développer et sera la première organisation très très bientôt. Voilà. Pour l'intervention que j'ai prévue, je voudrais vraiment que ce soit un temps d'échange. Donc l'intervention ne sera pas forcément très longue et elle va surtout aborder les en-têtes de sujets qu'on est amené à vivre dans la période, et je vous assure qu'elle est chargée, de façon à ce que sur les points qui vous paraissent les plus importants, on puisse avoir réellement des temps d'échange. Pour resituer un petit peu l'actualité, je pense qu'on est obligé de parler du contexte international. Un contexte international qui est compliqué, qu'on n'a pas forcément beaucoup de facilité à lire, avec un contexte, et pour la première fois, ça fait du bien de le dire, qui permet de dégager quelques lignes d'optimisme. D'optimisme économique, on voit que la croissance frémit, notamment en Europe. On est en train de sortir d'une période vraiment compliquée économiquement, où on avait l'impression de s'enfermer dans un cycle, dans un cycle infernal. Là, au contraire, on sent, même si en France la reprise est un petit peu plus lente que dans d'autres pays européens, on sent que économiquement il y a des choses qui se passent, l'économie frémit et repart. Et ça, en même temps que les catastrophes annoncées, qui étaient le Brexit, pour l'instant n'ont pas produit l'effondrement à la fois pour l'Angleterre et à la fois pour l'Europe qu'on avait pu craindre. Et que finalement le Frexit, qu'à un moment donné on a pu craindre aussi, s'est définitivement éloigné et renforce au contraire une zone européenne qui inspire confiance. Donc pas mal de signes finalement assez encourageants au niveau international. Par contre, sur le plan géopolitique, on est toujours dans la situation compliquée qu'on vit depuis maintenant une décennie et qui s'accélère, avec une menace terroriste qui reste extrêmement prégnante, des conflits ouverts dans un certain nombre de zones du monde, même si on en parle moins. Je pense à l'Ukraine, mais je pense aussi à tous les conflits au Moyen-Orient. Donc une situation internationale en termes de conflits extrêmement dure, avec la Turquie qui sombre dans la dictature, des pays européens qui ont, pour certains, subi fortement la tentation des extrêmes, d'autres qui en sont sortis un petit peu plus rapidement, comme je pense par exemple aux Pays-Bas, et les États-Unis, en fait, qui ont fait le choix du populisme avec l'élection de Donald Trump. Donc cette élection de Donald Trump, c'est une élection qui porte finalement un leader populiste qui met en avant le protectionnisme, l'Amérique d'abord, et qui finalement est complètement à l'opposé des valeurs qu'on a pu pousser au niveau de la CFDT, au contraire d'ouverture, d'arriver à vivre une mondialisation juste. Autant d'éléments qui vraiment pèsent sur le climat international, avec, on l'a vu, sa dernière grande décision en matière de climat, de sortir de l'accord obtenu au moment de la COP 21, ce qui est vraiment, vraiment gravissime. Donc ce contexte, ça entraîne un nouvel ordre mondial, avec finalement, paradoxalement, un renforcement de l'Europe, puisque, et Angela Merkel l'a dit vraiment très très clairement, il va falloir que l'Europe compte sur elle. Le rôle de gendarme
du monde qui avait été dévolu aux États-Unis et de leader économique finalement sur lequel l'ensemble des pays européens se reposaient plus ou moins tacitement, on voit bien que ce confort-là est fini et que l'Europe doit apprendre à positionner ses premières lignes, ses lignes de force elle-même et arriver à les faire respecter en interne de la zone européenne, mais aussi à l'extérieur, autant que possible. Du point de vue des syndicats, on s'est impliqué au travers de la CES, bien sûr, et je ne sais pas si vous avez vu la plateforme de la CES sur SOS Europe, c'est vraiment très important. On est en train de redéfinir réellement une Europe sociale et des revendications claires en matière d'Europe sociale, et on sent une ouverture et la possibilité pour que dans ce virage où finalement les dirigeants politiques européens se rendent compte que l'Europe doit être une puissance politique à part entière, on a une chance d'arriver à pousser le chaînon manquant, le pilier absent de la construction européenne qui était le pilier social. Je ne peux pas terminer en fait ce tour du monde sans parler de la France avec l'élection d'Emmanuel Macron, cette élection qui finalement a aussi un impact mondial. C'est-à-dire qu'on semblait être condamné au niveau mondial à un cycle où finalement tous les pays allaient basculer dans le populisme. L'Angleterre avait basculé au moment du Brexit, la Pologne, la Turquie, on voyait des basculements aussi, les États-Unis avaient basculé, et finalement la France, avec un focus très fort qui était fait sur le Front National, donnait l'impression de pouvoir elle aussi, d'aller finalement basculer dans le populisme. Et l'élection d'Emmanuel Macron, à contrario, ouvre une zone d'espérance qui est vraiment très fortement perçue au niveau mondial. Je ne sais pas si de temps en temps vous lisez les revues de presse étrangères. On a vraiment l'impression que finalement il y a une autre voie qui est possible, que le populisme n'est pas une fatalité et que on peut arriver à pousser un modèle de progrès social et un modèle de transformation qui ne soit pas basé sur le protectionnisme. Et l'affirmation très forte d'une volonté européenne, alors même que auparavant l'Europe était le parent pauvre des programmes politiques, c'était la vieille tante cachée qu'on n'osait pas montrer. Là, elle a été positionnée en première place et avec une affirmation très forte, et le président a été élu. Donc on a aujourd'hui, je pense que le message qui est envoyé aussi, c'est qu'on peut être fier de l'Europe, et que l'Europe, aujourd'hui, en tous les cas en France, mais probablement que d'autres dirigeants internationaux doivent aussi apprendre à retrouver la capacité à vendre et à défendre l'Europe. On a prouvé que ça pouvait être, ça faisait partie aujourd'hui des choix politiques français. Pour autant, la situation en France, elle est très compliquée, et l'élection qui a eu lieu l'a mis vraiment en évidence. On a vu plein de lignes de fracture au niveau territorial, au niveau des différents, alors bien entendu, j'allais dire des différentes populations, selon le niveau économique, selon qu'on pouvait s'engager dans les perspectives qu'on voit au niveau de l'emploi ou pas. On a eu l'impression d'avoir des France à plusieurs vitesses, et avec un sentiment de déclassement qui pouvait être parfois individuel, parfois collectif dans certains territoires qui se sentent abandonnés. Et la réforme territoriale, avec la création des régions, a pu donner ce sentiment en fait qu'on allait faire des gros ensembles, et que les territoires qui déjà se sentaient perdus et déjà se sentaient abandonnés dans des régions plus petites allaient être complètement abandonnés, avec une émergence très forte des métropoles qui allaient concentrer la croissance et la richesse, et des zones périurbaines et des zones rurales qui pouvaient être abandonnées. Et je pense que un des gros
un des gros chantiers qu'il va falloir arriver à réussir, c'est bien que la réforme territoriale, non pas en tant que réforme, mais bien en tant que construction d'une entité où les territoires ont de la place, que cette réforme territoriale soit en capacité d'adresser vraiment l'ensemble des citoyens et l'ensemble des habitants pour leur donner une place et leur donner des perspectives d'avenir où qu'ils habitent. On est aussi percuté par des choses qu'on avait déjà pu écrire dans la résolution de Marseille, à savoir qu'on est dans un monde en mutation, que l'emploi va changer, il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont se créer. On est en face d'une transition écologique à laquelle nous sommes condamnés à réussir, sauf à vivre des tensions extrêmement fortes par la suite, et une transition numérique, pareil, qu'il va falloir arriver à mettre en œuvre. Et l'émergence de zones grises comme l'ubérisation, avec des emplois dont on ne sait pas très bien dire s'ils sont indépendants ou au contraire extrêmement dépendants. Je pense aux livreurs Deliveroo, je pense aux chauffeurs Uber, je pense par contre aussi à des nouveaux métiers du numérique qui laissent place à la créativité et à beaucoup de liberté. Toutes ces zones grises-là, il faut arriver à les concevoir dans des modèles, à concevoir la protection qui va autour, à concevoir finalement non pas des transformations qui sont subies, mais des transformations qu'on arrive à transformer en opportunités et en chance pour les habitants. Et donc, toutes ces nouvelles articulations qu'il va falloir faire entre ces transformations, plus de flexibilité, la volonté d'avoir un accès au travail et à l'emploi qui soit plus juste, par rapport à une protection sociale qui pour l'instant est en tension sur le financement et n'arrive pas à couvrir tout le monde si on reste coincé par les statuts. Tout ça, ça bouscule et ça peut vraiment effrayer. Et donc, il faut reconnaître la légitimité des craintes et des peurs qui peuvent s'exprimer lorsque on n'a pas défini ce vers où nous voulons aller. Hein, et donc, aussi bien les politiques qui sont dans le déni ou qui sont dans les vieilles rengaines, ou ceux qui veulent aller trop vite, prennent le risque de finalement d'être hors sol et d'être hors des préoccupations réelles des gens. C'est normal d'avoir peur et il va falloir, au plus près des gens, arriver à traiter et adresser les difficultés qui sont vécues et inventer les nouveaux modèles qui vont avec. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas forcément arrivé. Alors, dans ces crises et dans ces tensions, l'élection présidentielle, elle a été inattendue, elle a été, je pense, elle a mis en évidence ces fractures et elle les a amplifiées quelque part, parce que justement, c'était la première fois depuis longtemps qu'on avait la capacité de faire caisse de résonance à toutes ces peurs. Et elles ont été abordées par les partis, je dirais, historiques, peut-être qu'il faudra dire préhistoriques un jour. Elle a été abordée par les partis en n'arrivant pas finalement à traiter ces questions-là. Donc aussi bien, je vais dire, les partis autour du parti républicain, où les partis autour du Parti socialiste n'ont pas tranché des lignes, ne sont pas arrivés à exprimer des projets à l'intérieur de leur parti. Donc ils sont passés par des primaires pour non pas choisir des projets, mais choisir des personnes, aussi bien à droite qu'à gauche. Et le résultat, c'est que finalement, on était dans une situation où la gauche savait qu'elle avait perdu. Hollande était à des scores tellement bas qu'il ne pouvait pas se représenter. Donc la gauche avait fait son deuil et était plutôt dans une logique de se dire nous on joue le coup d'après. Donc même si notre projet n'est pas complètement réaliste, ce qu'on veut c'est réaffirmer nos valeurs pour pouvoir rebondir. La droite, eux, ils étaient sur un tapis roulant qui les emmenait vers la présidence, les Républicains. Et donc, pourquoi faire des concessions? Pourquoi faire un projet qui rassemble? C'était un projet, au contraire, tiré plutôt vers l'extrême, vers la droite extrême. Et résultat, les primaires ont porté
à l'élection présidentielle des candidats qui étaient non pas au centre de leur électorat et en capacité d'emmener tout leur électorat et de ramener au centre une partie des électeurs, mais se sont retrouvés sur leurs extrêmes. Donc le Parti socialiste fortement à gauche et les Républicains fortement à droite. Et du coup, ils étaient dans l'incapacité déjà d'embarquer tout le monde dans leur propre parti, a fortiori d'embarquer au-delà de leur parti l'ensemble des citoyens qui ne sont pas forcément très catégorisés dans l'une ou l'autre des classes. Résultat, il s'est retrouvé un boulevard au centre, et c'est le boulevard qu'a choisi Macron pour finalement porter un projet présidentiel qui allait fortement sur le centre et qui du coup était en capacité de rassembler un certain nombre d'électeurs qui ne se retrouvaient dans aucun des bords affirmés par les partis historiques. Les deux principaux partis étant disqualifiés, c'est l'extrême du coup qui a eu l'extrême complète qui a eu finalement là aussi des boulevards avec bien entendu le Front National, mais aussi Mélenchon et la France Insoumise qui a apporté une autre vision du populisme, sans dire que c'est la même chose, et vraiment ça n'est pas la même chose, le Front National et la France Insoumise. La question d'un leader charismatique avec finalement des volontés populistes et du protectionnisme, je pense que le rapport de la France Insoumise à l'Europe par exemple est extrêmement clair, hein. Tout ça, ça fait cette élection présidentielle où finalement on a eu des partis historiques qui se sont effondrés et l'arrivée d'Emmanuel Macron. Alors on a eu peur, hein, très clairement, au niveau confédéral, on s'est vraiment fait peur parce que on voyait monter le Front National et on voyait pas monter les réactions en face. Autant lors de la précédente élection, quand Jean-Marie Le Pen était arrivé au pouvoir, la foule est sortie dans les rues, il y a eu un vrai sursaut démocratique pour dire on ne veut pas du Front National. Là, après l'élection après l'élection du premier tour et donc Marine Le Pen au second tour, il ne s'est rien passé, hein. Et quand la Confédération a fait un communiqué de presse pour dire on ne veut pas du Front National et ça veut dire votons Macron, on a eu un pavé dans la vitrine 2 heures après. Donc, et quand on a appelé à manifester, il n'y avait personne. Donc on a une vraie question de se dire, une vraie question, hein. Alors là, effectivement, c'est Macron qui a été élu, un parti républicain, mais la question de la tolérance au Front National, c'est un sujet qu'il va falloir traiter sur le fond, sur la base bien entendu du travail qu'on a à faire autour des fractures qui sont réelles et qu'on doit adresser, mais les digues ne sont pas aussi fortes qu'auparavant, voire même dans beaucoup d'endroits elles ont lâché. Il semblerait qu'elles n'aient pas trop lâché à la CFDT. On a eu les sondages de proximité de vote et la CFDT fait partie des syndicats où on a le moins voté Front National. Mais il y a vraiment un travail à faire et des responsabilités à prendre pour les responsables d'organisation que nous sommes sur quelle pédagogie on fait, comment on va réellement au contact des militants pour aborder le sujet et comment on tranche les situations où potentiellement il y a des difficultés. Merci. Alors, ce rôle, en fait, que nous, on donne au syndicalisme, d'être en capacité de porter un projet de société, il nous est contesté. Et il nous est contesté, il faut bien le dire, par pratiquement l'ensemble de ceux qui ont été candidats à la présidentielle, et notamment celui qui a été élu. Le syndicalisme est remis en cause. Il est remis en cause dans sa capacité à porter un projet de société, et avec une petite musique insistante qui dirait le syndicalisme, il n'est pas représentatif, le syndicalisme c'est du blocage, le syndicalisme c'est du frein, et on est
vraiment plutôt on est plutôt desservi, et j'allais dire on est bien desservi, enfin en tous les cas on est fortement desservi par l'ensemble des autres organisations syndicales qui se sont enfermées dans cette posture, notamment au moment de la loi travail, et dans une volonté finalement de refuser et de se faire finalement une notoriété que par l'affrontement, la présence dans la rue, et non pas par le débat et le débat et la construction. Alors même que quand on regarde, on n'est pas beaucoup sorti dans la rue ces derniers temps, mais en termes d'acquis sociaux, quand on fait la liste des acquis sociaux qu'il y a eu dans la période, et il y en a eu, et probablement que le procès qui est fait au quinquennat précédent a des parts d'injustice, parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie autour des réformes, mais il y a des choses qui ont été faites, et on les a obtenues, c'est la CFDT qui les a obtenues par une parole modérée, par du travail et par de l'acharnement. Donc la force du dialogue social, lorsque on a des propositions, je pense que c'est quelque chose qu'il faut défendre, parce que le compte pénibilité, les 500 000 formations, les emplois jeunes, les services civiques, le CPF, autant de mesures, la prime d'activité, autant de mesures pour lesquelles la CFDT s'est vraiment impliquée et finalement est arrivée à obtenir des choses alors qu'aucun droit n'a été gagné par les autres organisations syndicales. Donc ça, il faut le revendiquer, il faut vraiment l'affirmer. Et il faut l'affirmer d'autant plus dans la période que la présidence qui arrive avec des dossiers dans les cartons où finalement notre place, elle n'était pas là, ils nous ont pas attendu pour écrire un certain nombre de textes. Et si on mettait pas les doigts dans les portes, probablement qu'ils nous attendraient pas pour les mettre en œuvre. Et les élections législatives qui leur ont donné une majorité absolue à l'Assemblée nationale leur donnent la légitimité pour faire passer un certain nombre de projets, certains qui nous vont bien, d'autres avec lesquels on est très fortement en désaccord. Alors, il y a tout un paquet, en fait, autour de la place du syndicalisme dans l'entreprise. Ce paquet-là, quelque part, en partie, il nous va bien. C'est-à-dire dans la lignée de ce qu'on a pu dire dans la loi travail et dans la lignée de ce qu'on avait pu construire avec la place de la section d'entreprise, dire que le syndicalisme a sa place et a sa place fortement dans les entreprises et dans toutes les entreprises pour défendre les salariés et pour défendre tous les salariés, aussi bien dans le service public, les agents, que dans de nouvelles formes d'emploi ou dans les toutes petites entreprises et les petites entreprises. Là, on a un vrai défi. Donc, tous les projets qui vont nous permettre d'investir plus ce champ, de l'investir mieux et de créer des droits adaptés à ce niveau-là, ça nous va bien. Pour autant, il y a un vrai rôle du syndicalisme au niveau professionnel dans les branches, un vrai rôle du syndicalisme au niveau interprofessionnel pour le paritarisme, pour la protection sociale, sur laquelle le gouvernement doit apprendre à nous connaître, doit apprendre à prendre en compte nos attentes, nos revendications, nos exigences. Donc on a eu quelques fronts un petit peu compliqués. Hein. Vous avez dû entendre parler de tout ce qui concerne les prud'hommes. Il y a un désaccord de fond. Il y a un désaccord de fond sur le fait j'allais dire, au-delà de la réforme elle-même. Il y a un désaccord de fond parce que c'est une sorte de totem du patronat et du gouvernement, d'ailleurs, qui repose sur le fait de dire si on arrive à plus licencier, on pourra embaucher plus. Et sur ce fond-là, la CFDT s'oppose, et s'oppose vigoureusement, parce qu'il nous semble que faciliter les licenciements, et notamment faciliter les licenciements abusifs, c'est vraiment un mauvais signal envoyé sur la place publique. En même temps, le fonctionnement des prud'hommes n'est pas forcément aussi parfait que ça, notamment du point de vue de la justice sociale. Il y a des gros écarts entre ce qu'obtiennent les uns et les autres, je ne parle pas des délais, et revoir
profiter de la réforme qu'il va y avoir sur la question des licenciements au prud'homme pour arriver à pousser plus de justice sociale. Nous, ce qu'on aimerait, par exemple, c'est essayer d'arriver à remonter les indemnités de licenciement, c'est avoir un vrai plafond. Ce sont des choses qu'on va pousser, sachant que toucher aux indemnités et mettre un plafond pour les indemnités prud'homales, ça fait partie du projet présidentiel, ça a été affirmé, ça a été confirmé par le vote des Français au moment des législatives, ça sera mis en place. Donc on va essayer de faire du plus et de faire du mieux, en affirmant notre désaccord sur l'idéologie qu'il y a derrière, mais en avançant pour que quand même les salariés soient mieux protégés et le plus possible. Un autre sujet qui va être sur la table très très rapidement, qui a commencé, les réunions ont déjà commencé, c'est finalement retravailler sur la question de l'entreprise en général, le code du travail et la façon dont s'articule le niveau branche et le niveau entreprise. Donc il y a des réunions qui ont commencé, je le disais, on a rencontré le président qui en a parlé, on a rencontré le Premier ministre et la ministre du Travail, avec plusieurs messages qu'on a essayé de faire passer. Un message, tout d'abord, c'est que ça fait quand même beaucoup de fois qu'on revient sur l'établi pour triturer le fonctionnement soit des IRP, soit du Code du travail en général, et que à suivre, à la fois d'ailleurs pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les équipes, c'est un petit peu compliqué, hein, et que ça serait bien que ça se stabilise et qu'on arrive à lancer du travail et du travail de longue haleine sur le sujet. Pour autant, ce qui nous semble important, c'est d'arriver à pousser l'ensemble de nous, ce qu'on a en magasin sur l'entreprise. Et ce que nous a renvoyé l'enquête Parlons Travail, c'est bien que actuellement, si les gens massivement apprécient leur travail, il y a quand même des lignes d'amélioration fortes dans la place qu'ont les salariés dans l'entreprise. À plusieurs niveaux. D'abord sur la qualité de vie au travail, la volonté qu'on puisse avancer plus, mieux sur la qualité de vie au travail et la question du partage du pouvoir. Et ce que va revendiquer la CFDT, c'est comment, à l'intérieur de l'entreprise, on partage mieux le pouvoir. C'est vraiment, alors ça se décline de différentes façons, mais philosophiquement, c'est ça qu'on va pousser. C'est est-ce que on arrive à rentrer dans l'entreprise une vision du syndicalisme qui est celle d'une codétermination, alors d'une codétermination à la française, hein, on ne va pas basculer tout de suite dans le système allemand, mais bien de se dire qu'il y a des décisions où les forces que sont les salariés et leurs représentants, les syndicalistes, ce ne sont pas des parties prenantes comme les autres qu'on a juste besoin de consulter. Par moment, on a besoin de les considérer comme des parties, alors on va utiliser le mot de partie constituante, ça veut dire que l'entreprise n'appartient pas qu'à ses actionnaires, elle appartient aussi en partie à ses salariés, même s'ils n'ont pas d'action, et que ça légitime leur capacité de peser sur un certain nombre de décisions. Ce que nous allons essayer de faire aussi, c'est ce syndicalisme-là, il ne va pas avoir tout à fait la même forme quand on est dans une très grande entreprise ou quand on est dans une TPE. Il va falloir arriver à faire en sorte que les institutions représentatives du personnel, la façon dont s'organise le dialogue social à l'intérieur de l'entreprise, elle tient compte de la capacité réelle des entreprises à avoir un dialogue social à ce niveau-là. Et donc, pour ça, on ne veut pas renoncer à ce que les petites entreprises aient des représentants syndiqués, c'est vraiment très important pour nous. On veut arriver à ce qu'au contraire, on puisse investir ces entreprises. Voilà. Donc ça, c'est notre position, c'est celle qu'on va défendre avec des déclinaisons concrètes dans les propositions qui sont faites au gouvernement, avec donc une capacité qui sera renforcée dans les entreprises de décider, mais des domaines réservés aux branches. Et nous, ce qu'on aimerait rajouter par rapport aux propositions initiales du gouvernement, c'est tout un champ de décisions dans lesquelles ce sont les branches qui doivent arriver à établir un ordre qui garantit les droits et les modifications possibles dans les entreprises, au niveau de l'entreprise.
c'est tout ce qui va toucher au contrat de travail, au temps partiel, où il nous semble que les branches doivent être en capacité d'encadrer de façon stricte, c'est-à-dire dans la logique de l'ordre public, l'ordre conventionnel de branche et l'entreprise, pour que on n'ait pas de la concurrence sur justement d'autres dimensions du contrat de travail. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers sujets qui sont sur la table de façon très rapide. Il y a un autre sujet, mais qui va s'étaler dans le temps, parce que quand on a commencé à tirer un fil, je pense que tout le monde a pris peur, c'est la réforme systémique des retraites. Donc, dans le programme présidentiel, il y a une volonté de faire converger l'ensemble des systèmes de retraite vers une réforme systémique. Donc, ça nous va plutôt bien quand on le dit comme ça, mais le diable se cache dans les détails. Et de la façon dont on va converger, de l'échéance de temps pour l'équilibre du régime qu'on se donne, de la façon dont on va garantir les retraites et le partage finalement de l'effort entre les retraités, les actifs et les futurs retraités. Là, il y a un équilibre et sur lequel je pense qu'on aura pas mal de choses à faire et à dire. Bon, ça, ce sont les trois sujets principaux. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, au cours de l'échange. Ce qu'on peut voir quand je les aborde comme ça, c'est que ce sont des sujets qui mériteraient par moment des décisions de congrès. La réforme systémique, si elle est décidée début 2018, il n'y aura pas eu le congrès de Rennes. Donc ça nous bouscule, cette façon de travailler, parce que le gouvernement va très vite, ils ont une vraie force de frappe et une vraie force de décision, et comme il n'y a pas d'opposition, comme ils ont une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ils ont une vraie capacité, que ce soit par ordonnance ou que ce soit par vote à l'Assemblée nationale, à faire passer leur texte. Donc on sera obligé de se positionner parfois avant le Congrès. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire vivre en interne une vraie capacité de lisibilité de nos positionnements et puis aussi de réaction de l'organisation. Il y aura des travaux qui vont se prolonger au niveau du gouvernement cet été. Si vous vous connectez sur votre site CFDT, on essaiera de mettre à jour les informations. Il y aura des réunions qui se tiendront et ce qu'on a pris comme engagement vis-à-vis du Bureau national, c'est que on ferait des bureaux nationaux extraordinaires autant que de besoin, quand on aura besoin de confirmer une position et de décider sur des équilibres qu'il faudra arriver à obtenir. Ça ne veut pas dire que le reste de la maison doit être passif. Alors que ce soit sur les retraites, où ce sera important que des groupes commencent à se préoccuper de ce qu'on met dans la convergence des régimes, que ce soit sur les autres dimensions et notamment sur la réforme du Code du travail, il faudra être en capacité d'avoir sur l'ensemble des territoires et dans les champs professionnels une vraie perception de ce qui est en train de se passer et une capacité aussi de nous faire remonter les informations, les situations concrètes sur le terrain, de ce que ça veut dire pour les gens, de la façon dont c'est perçu, et c'est ça qui nous permettra en fait de peser et d'avancer. Alors, on a de la chance parce que en tant qu'organisation, on est plutôt en forme et on est en capacité de débattre sereinement de l'ensemble des sujets. Il n'y a pas de clivage dans l'organisation. Même si on a bien senti que dans les élections, pendant la période d'élection, il y a des lignes politiques qui ont traversé la maison. Quand on s'est affirmé fortement sur le Front National, ça a posé un certain nombre de sujets. L'effondrement, que ce soit du Parti républicain ou du Parti socialiste, fait des zones de ricochet, alors très fortement dans certaines organisations syndicales comme FO, comme la CGT, mais aussi chez nous. Et la ligne qu'on sent, même si elle n'est pas forcément toujours très claire, du président en matière de réforme, elle traverse la maison sur certains champs. Et on aura besoin d'une vraie capacité de débat sur l'ensemble des sujets pour arriver à prendre nos positions
et une vraie capacité d'éducation populaire. Il faudra aller expliquer les réformes parce que ce qui s'est passé sur la loi travail, où finalement on a gagné la loi dans la mesure où on est arrivé à faire passer toutes nos réformes, tout ce qu'il nous paraissait intéressant de faire passer, mais que dans la rue on l'a perdu parce que les gens gardent de la loi travail un souvenir que de régression sociale, alors que ça a apporté le compte personnel d'activité, alors que ça a apporté le compte d'engagement citoyen, et autant de dimensions qui finalement sont passées complètement à la trappe. Ça, il ne faut pas que ça se reproduise dans les réformes qui sont à venir. C'est vraiment un enjeu extrêmement fort. Et donc ça veut dire un travail et une capacité de l'organisation à être réactive, à être dynamique, à être en prise avec les salariés et avec les territoires qui est fondamental. On a lancé un chantier sur l'organisation. Vous y avez participé en Occitanie fortement parce que si le monde change, le syndicalisme doit changer et même si nous allons bien globalement, on a des marges de progrès sur la formation, des marges de progrès sur notre capacité à débattre, des marges de progrès aussi sur la proximité qu'on a réellement avec les territoires. Et je sais que ça fait partie des débats que vous aurez cet après-midi autour de la résolution. On va être amené finalement à avoir un certain nombre de pistes de changement, mais ces pistes de changement, elles auront été débattues ensemble. Donc ça sera par contre, là, ça dépend que de nous, et donc pas de Macron. Donc on en fera le sujet du Congrès de Marseille, avec des pistes qui seront validées au Bureau national d'aujourd'hui et demain. Je vais m'arrêter là peut-être pour mon intervention dans un premier temps parce que je voudrais vraiment qu'il y ait des échanges et qu'on aille sur les sujets qui vous préoccupent le plus. Peut-être revenir quand même sur 2 points extrêmement importants parce qu'on a tendance à l'oublier à la CFDT. Il s'est passé tellement de choses depuis, mais on est première organisation syndicale dans le privé. Voilà. Voilà, et ça, c'est quand même extrêmement fort. Donc le syndicalisme dont on a besoin pour le monde de demain, il a déjà changé de visage, et il faut en être fier. Il faut arriver à redistribuer cette fierté à l'ensemble des militants. Dans ce cadre-là, on va faire un grand rassemblement le 3 octobre où on espère qu'il y aura beaucoup de militants de l'Occitanie et de l'ensemble des champs professionnels. On voudrait avoir 10 000 militants et adhérents avec l'envie de dire oui, c'est la CFDT maintenant qui parle la première, c'est elle qui représente les salariés le plus et le mieux et qui est conforme à leurs aspirations de réforme et qui croit au progrès social. Et ce syndicalisme-là, c'est pas un syndicalisme, populiste, c'est un syndicalisme où l'émancipation a vraiment sa place, et ce syndicalisme-là, c'est le syndicalisme d'adhérents. Donc rendez-vous le 3 octobre, rendez-vous le 3 octobre pour porter cette parole-là extrêmement fortement. Mais un syndicalisme d'adhérents, ça suppose d'en avoir. Et si on a bien monté en termes dans les votes et en termes de représentativité, en termes d'adhérents, on ne va pas se le cacher, on a un peu faiblard. Donc un des enjeux de la période, ce sera aussi d'inverser la vapeur et d'oser proposer l'adhésion. D'ailleurs, comment, quand on se fait plaisir entre nous comme ça à être syndiqué à la CFDT, comment ne pas proposer l'adhésion? Mais plus sérieusement, il y a un véritable enjeu à ce que notre syndicalisme, si on veut qu'il soit crédible, si on veut qu'il soit légitime, il doit se transformer dans notre capacité à aller chercher les adhérents et chercher les adhérents dans leur diversité de situations, dans les champs professionnels, dans les territoires. On doit être présent. On est premier dans le privé, et à chaque fois, ça nous fait mal de dire on est premier dans le privé. Ce qu'on aimerait, c'est être premier tout court. Voilà.
Et pour être premier tout court, il faudrait être premier aussi, alors en tous les cas, il faudrait gagner 20 000 voix dans les élections fonction publique. Les élections, voilà. Alors les élections fonction publique, nous on a commencé déjà, hein. Je pense que dans les équipes on sent bien que les gens sont chauds et il va falloir y aller. C'est toute la maison qui doit être dans cet enjeu-là parce que c'est un enjeu de la CFDT d'arriver à ce que, d'abord parce que on a parlé de toutes les lignes de fracture sociale, l'action publique c'est fondamental pour qu'on arrive à traiter la question de la cohésion sociale et si on n'est pas capable d'avoir des services publics qui vont bien, et qui se transforment pour être en capacité soit d'investir pour, je pense aux routes, je pense par exemple à l'inspection du travail pour transformer les entreprises, je pense bien entendu au social, à la santé, je pense au travail social pour lutter contre les inégalités. On a besoin d'une action publique qui soit forte, qui se réforme. Et pour se réformer, elle a besoin d'un syndicalisme CFDT parce que c'est pas le syndicalisme d'obstruction qui lui permettra de le faire. Donc à la fois pour l'action publique et à la fois pour la CFDT, il faut vraiment non pas qu'on fasse une bonne campagne, mais qu'on fasse une campagne effectivement efficace, mais une campagne qu'on gagne, pas comme la campagne TPE où on a fait une super campagne, mais dans les votes ça s'est pas vu. Donc l'enjeu, c'est bien de gagner les élections en fonction publique, hein, donc au moins 20 000 voix en plus, et être la première organisation syndicale demain. Peut-être quand même, avant de vous passer la parole en conclusion, dire... que ces succès-là, on les doit aux militants, mais on les doit aussi à tous ceux qui nous ont précédés. Et je pense que c'est important de resituer dans la période particulièrement l'action de Jacques Moreau et puis bien sûr l'action de François qui nous a ouvert la porte au syndicalisme qu'on est capable de porter et qui n'ont pas pu voir notre première place, mais en tous les cas à qui nous devons beaucoup. Merci Jessie pour ton intervention. Alors, la parole est maintenant à la salle. Ce que je vous propose, c'est que nous prenons par paquet de 3 interventions.